parler pour la gendarmerie uniquement, hein, bien évidemment. Donc, tout d'abord, de manière générale, en école et puis ensuite en formation continue, les gendarmes sont sensibilisés et sont formés à l'accueil du public et à la manière d'accueillir le public, effectivement. Quand on voit une personne arriver à la brigade, on ne sait pas pourquoi vous venez, donc il est important de vous accueillir de manière, j'allais dire chaleureuse, en vous montrant que nous sommes là pour vous écouter et en mettant le temps qu'il vous sera nécessaire pour vous exprimer. Ensuite, nous, en tout cas sur la compagnie de Lorient, nous avons une cellule de protection des familles donc qui regroupe 11 gendarmes qui sont répartis sur les différentes brigades de gendarmerie de la compagnie et dont le rôle et l'unique rôle est de gérer toutes les procédures qui concernent les violences intrafamiliales, les violences faites aux enfants, voilà, les enfants, personnes vulnérables qui sont victimes. Donc ils prennent à leur compte et ou viennent en appui et en renfort des brigades de gendarmerie pour auditionner les victimes mineures et victimes vulnérables. Donc ça peut être des victimes seniors, des victimes atteintes de handicap. Ils sont formés en suivant une formation, une formation qui est appelée enquêteurs sensibilisés aux auditions de mineurs victimes. Donc elle n'est pas spécifique aux mineurs uniquement, mais en fait elle leur apprend à réaliser des auditions spécifiques, parce que les auditions de victimes mineures et les auditions de victimes majeures ne peuvent pas se faire de la même manière. C'est-à-dire qu'un enfant doit être accompagné d'une autre manière pour pouvoir s'exprimer, répondre aux questions, pour aborder certains sujets dont ils n'ont pas forcément conscience, en tout cas de la problématique. Donc, dans nos questionnements, dans nos façons d'aborder les sujets, là où on souhaite en venir, nous prendrons des chemins, d'autres types de chemins que si nous vous rencontrions demain, par exemple. Ce sont aussi les personnels qui iront aux UMJ, aux unités médico-judiciaires, pour procéder du coup à ces types d'auditions et pour effectuer des examens gynécologiques appuyés d'un psychologue. Également sont mis à disposition des salles Mélanie. Les salles Mélanie, ce sont des salles tout d'abord qui sont équipées de matériaux, de chaises, de fauteuils qui mettent dans un certain confort, qui mettent à l'aise et en confiance, et qui sont équipées de caméras et de micros. Pourquoi ? Parce que lors de ces auditions-là, les gendarmes sont toujours à deux. Un gendarme qui réalise l'audition en présence de la victime et un gendarme qui est à l'extérieur et qui écoute l'audition. Pourquoi être en présence de deux gendarmes ? Parce que le gendarme qui réalise l'audition va être en direct avec la victime et n'aura pas ce recul nécessaire pour se rendre compte à certains moments. L'enfant a bougé quand je lui ai posé cette question ou quand il a donné ce détail. L'enfant a paru assez vouloir développer sur tel sujet, mais n'a pas osé. Et c'est là où le deuxième gendarme aura toute son importance pour dire « Ah, attends, là on va mettre sur pause l'audition ». Il va débriefer avec son collègue qui anime l'audition. À mon sens, cet enfant a eu ce comportement, j'ai relevé ce détail-là, donc il va falloir que tu appuies davantage sur tel ou tel détail.
Et c'est là, du coup, où ça nous permet d'obtenir des auditions qui vont nous permettre de faire ressortir les éléments matériels nécessaires à la poursuite des investigations. Voilà. Et par la suite, pourquoi filmer aussi? Parce que dans toutes ces auditions-là, il y a ensuite une retranscription procédurale. Dans la procédure, la retranscription, c'est quoi? C'est noter, acter en procédure toute cette audition en relevant et en notant aussi le comportement, les réactions qu'auront eu les enfants. Là, il a gigoté, là, il s'est mis à pleurer, etc. Et tous ces éléments qui sont importants dans le cadre de l'enquête et importants à remettre à la connaissance du magistrat. L'audition filmée, ça a aussi été fait dans l'objectif, comme dans d'autres pays, d'éviter aux victimes de devoir raconter 2 fois, 3 fois ce qui leur est arrivé devant le magistrat chargé de l'instruction, devant le tribunal, etc. Bon. Ça, c'était ce qui était projeté. Il faut savoir que la réalité, c'est pas ça. C'est qu'en France, on a toujours besoin de se retrouver confronté à la victime et on lui demande systématiquement de répéter. C'est-à-dire que quand le dossier passe de la gendarmerie ou de la police chez le magistrat instructeur, le magistrat instructeur demande à voir la victime pour l'entendre, pour lui poser des questions qui lui viennent à la lecture de l'audition à la gendarmerie ou à la police. Devant le tribunal, l'enfant, on peut lui poser des questions. Devant la cour d'assises, s'il est là, on lui demande aussi de venir et de s'exprimer. Voilà, c'était l'objectif, cette audition filmée. Et on s'aperçoit que finalement en France, on n'a pas totalement réussi à s'en saisir, en sachant qu'il est quand même relativement rare que devant une cour d'assises ou un tribunal, on visionne ces auditions qui sont faites en gendarmerie ou dans les services de police. Ce qui est dommage parce que les fois où on le demande, c'est super parlant. Parce que entre le moment où l'enfant est entendu, au moment de la plainte, et le moment où il y a le jugement ou le passage devant la cour d'assises, il y a parfois des années qui s'écoulent. Et l'enfant que vous avez devant vous à la gendarmerie ou à la police, c'est pas celui que vous voyez devant le tribunal ou à la cour d'assises. Alors on fait en sorte, nous, avocats des parties civiles, de transmettre des photographies de nos clients à l'instant où ça leur est arrivé, mais pour autant, revoir ces auditions, c'est hyper parlant parce qu'on a l'enfant au moment de la plainte avec effectivement, comme on vous dit, son émotion, sa gestuelle qui est extrêmement parlante. C'est extrêmement difficile, c'est même traumatisant. Finalement, moi je l'ai vécu comme ça, et je vais vous raconter l'anecdote, que de devoir raconter ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, où ça s'est passé, etc. Ce que je vais vous dire, c'est qu'en février 2022, j'ai été auditionné par la Civise. Donc, il y avait Nathalie Mathieu, il y avait un officier de gendarmerie et puis une autre personne. Je ne sais plus exactement quelle était sa qualité, mais peu importe. Et des personnes extrêmement bienveillantes. Mais qui avaient besoin aussi, dans le cadre de leur travail, de leur enquête, d'avoir des renseignements précis sur ce que j'avais vécu, en gros entre 1963 et 1969. Je suis sorti de là, mais complètement anéanti. Et je peux vous dire que j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. C'est une épreuve. Et si je devais repasser par là, ce serait certainement encore la même chose. Parce que toujours, l'autre jour, j'étais avec Catel qui a introduit la conférence tout à l'heure, je ne sais pas où elle est, mais enfin, peut-être par là. Si, elle est là-haut. Donc elle vous a parlé de l'audition, enfin de la radio J'aime Radio. Il y a des moments où l'émotion vous étrangle, quoi. Vous n'arrivez plus à parler. La mémoire traumatique, c'est lors on revit l'événement traumatisant par l'évocation, bien sûr en évoquant son histoire, mais
parfois c'est un événement tout à fait banal, une parole, une odeur, un film, une musique, et qui rappelle cet événement traumatisant. Et on retrouve la situation que Philippe vient de décrire, c'est-à-dire un mal-être absolument identique au traumatisme, au viol. C'est important. Juste, alors ça ne va peut-être pas concerner les enfants, mais je crois que lorsqu'on est victime d'une agression, qu'elle soit sexuelle, psychologique ou autre, même, ça marche toujours, même si on n'est pas décidé ou prêt à porter plainte ou aller à la gendarmerie, je crois que faire établir un certificat médical au cas où on changeait d'avis, c'est quand même très très important. D'une part, on a quand même des preuves tout à fait immédiates avec des détails, et ça me paraît quand même important de le faire. Moi, voilà, j'ai souvent incité les patients qui venaient me voir parce qu'ils avaient subi un trauma, quel qu'il soit, et je leur ai souvent proposé un certificat médical. Et parfois même, je ne leur ai pas donné. Je dis, il est là dans votre dossier. Si un jour vous changez d'avis, ben écoutez, il est prêt. Hein, je ne vous le donne pas, parce que souvent les gens ne veulent pas l'avoir non plus, parce qu'ils ont peur chez eux qu'il soit retrouvé, etc. Donc, c'est dans le fait d'être réauditionné, de devoir re-raconter son histoire, en dehors d'effectivement l'aspect émotionnel et cette reviviscence, c'est le sentiment qu'on ne les croit pas. C'est-à-dire qu'on leur demande encore une fois quasiment de se justifier. Avec une énorme difficulté aussi pour les victimes, c'est qu'elles ont le sentiment qu'elles sont contraintes de répondre avec précision. Quand vous avez un juge d'instruction ou un tribunal correctionnel ou un président de cour d'assises qui pose des questions, elles ont le droit d'avoir oublié. Elles ont le droit de ne plus se rappeler avec précision. Et elles se sentent toujours, on a ce sentiment-là quand on discute avec nos clients, elles ont le sentiment qu'il faut impérativement qu'elles répondent, sinon elles ne vont pas être crues. Alors que c'est un peu se prendre le pied dans le tapis. Si vous ne vous souvenez pas, mais vous êtes légitime, vous avez le droit de ne pas vous souvenir, c'est quelque chose de traumatique, vous avez le droit de l'avoir oublié ou de l'avoir mis dans un coin de votre cerveau, on ne vous en voudra pas autant d'années après. Par contre, si vous forcez votre mémoire et que vous êtes imprécis ou que vous donnez une précision qui ne correspond pas à ce que vous avez pu dire quelques années auparavant dans les services de gendarmerie ou de police, vous pouvez être sûr que la défense va faire son boulot et va venir tirer à boulet rouge en disant « mais vous mentez, vous avez raconté qu'il s'était passé telle chose quand vous étiez devant les services de police ou de gendarmerie, aujourd'hui vous nous dites autre chose ». Donc ça aussi c'est compliqué et je pense que quand, si vous connaissez des victimes et si elles sont dans ce parcours judiciaire, c'est important de leur dire qu'elles ne sont pas obligées de se souvenir, qu'elles ont le droit de dire qu'elles ne se souviennent pas, que c'est apprécié, que plutôt que de dire une bêtise, elles disent rien. Le fait d'oublier, ça fait partie aussi des réactions post-traumatiques de protection. Hein, donc c'est quand même très important de le savoir. Il y a la fameuse amnésie traumatique, et donc les gens ne se souviennent pas. Et de manière plus générale, la mémoire, on sait bien qu'elle n'est pas exacte, donc c'est important. Je reviens au certificat médical, mais c'est quand même important de le faire, de faire quelque chose tout de suite. Bon, on ne va pas rentrer dans la physiologie de l'amnésie traumatique, mais c'est quand même une réaction de défense très forte face à un consécutif à un traumatisme violent. Un enfant qui subit une violence de la part d'une personne qui normalement devrait le protéger, c'est l'ogre, c'est le démon là qui arrive et
il est envahi. Et du coup, au niveau cérébral, il y a on a une petite région de notre cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui est le cerveau des émotions. Et quand l'émotion est trop forte, eh bien, il disjoncte. Et cette amygdale, cette amygdale correspond avec la mémoire, avec le siège de la mémoire qui s'appelle l'hippocampe, on peut l'oublier. Et notre mémoire est liée aussi à l'émotionnel. C'est-à-dire qu'on va se rappeler, on a parlé dans le reportage du Bataclan, on va se rappeler aussi d'un événement heureux, la naissance d'un enfant ou autre, parce qu'il y a une émotion forte. Donc dans le détail, là, on va s'en souvenir. Par contre, des choses plus banales, on va moins s'en souvenir. Mais lorsqu'il y a un trauma, lorsqu'il y a une agression, quelle qu'elle soit, ça peut disjoncter. Donc on ne peut plus, ça ne fonctionne plus. Et du coup, la mémoire, elle est quand même quelque part au niveau de l'amygdale. D'ailleurs, on ne sait pas trop où elle se situe. Et ce sont après des gens qui ont des comportements un peu bizarres. On ne les comprend pas parce que ils vont avoir des bribes de mémoire, mais pas complètes. Ils vont même avoir des choses un petit peu erronées. Tout ça sont des mécanismes de défense. Et donc c'est important de comprendre ça. Pour rebondir donc sur ce que vous venez de dire toutes les deux, nous en audition, pourquoi est-ce qu'on insiste et on appuie tellement sur ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on pose des questions très intimes, très personnelles sur la position, qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle a fait, comment, est-ce que vous avez répondu, est-ce que vous avez essayé de réagir, etc. Pourquoi ça peut vous sembler si intrusif parfois quand vous êtes victime en face durant une audition? C'est parce que la justice se base sur les éléments matériels, sur du matériel, du concret, ce qui permet aussi de confirmer ce qui s'est passé. Ce n'est pas parce qu'on ne vous croit pas, c'est parce que c'est comme ça que ça se passe et on n'est pas dans vos têtes, on n'a pas de matériel qui permette de confirmer que vous dites la vérité. Voilà. Donc, nous, c'est comme ça que les choses se passent. On avance ensuite à la justice les éléments de preuve pour appuyer ce qui s'est passé. Et pourquoi un examen médical, pourquoi un examen gynécologique, pourquoi des photos quand vous êtes agressé physiquement, pourquoi un examen psychologique ou psychiatrique pour des violences psychologiques, c'est pour apporter ces éléments de preuve à la justice. Et de toute manière, dès qu'on va vous recevoir, on vous demandera est-ce que vous êtes allé chez le médecin pour confirmer au niveau médical. Et ça, nous, de toute manière, on vous posera directement la question. Et on vous orientera même vers des UMJ pour effectuer ces examens-là. Également, ça peut avoir une importance sur l'infraction qui est relevée. Parce que lors d'un examen médical, lorsqu'un certificat médical est donné, on parle d'ITT, d'interruption temporaire de travail. C'est quoi? Ça va donner, en termes de chiffres, l'importance, ça va matérialiser l'importance de la violence subie, en fait. Et l'infraction ne sera pas la même, et donc l'importance et la réponse apportée ne sera pas non plus la même. Donc voilà, ça peut être difficile pour vous de vous dire « Ok, alors déjà j'ai la force de me rendre en gendarmerie ou au commissariat pour parler devant une personne que je ne connais pas du tout de mes problèmes personnels, mais en plus de ça, il faut que j'aille auprès d'une autre personne, un médecin, pour redire ce qui m'est arrivé. »
Mais tout ça, c'est pour vous, tout ça, c'est pour les victimes, c'est pour vous permettre d'être entendus, de reconnaître la violence et l'importance de la violence dont vous avez été victime et le faire reconnaître au niveau de la justice. Et en une aparté par rapport à mon intervention de tout à l'heure, quand je parlais de la manière dont on prend en compte les victimes, je parlais des auditions Mélanie, sont également présentes dans plusieurs brigades et en cours de réalisation à la brigade de gendarmerie de Languidic, les espaces de la parole, qui sont des pièces qui sont mises en place par l'organisme Sœurs Optimistes, que je remercie encore une fois. C'est quoi? C'est un espace qui est aménagé de manière à se sentir à l'aise pour libérer la parole, en fait. Voilà. Porter plainte ne constitue pas l'unique réponse possible pour des personnes qui seraient ou qui auraient été victimes de violences dans l'enfance ou dans l'adolescence. En fait, ce qui est intéressant aussi d'entendre, c'est que la parole, lorsqu'elle se libère, en soi, ça a déjà un effet thérapeutique. Voilà. Pouvoir dire, pouvoir être entendu, pouvoir être compris, comprise, c'est déjà quelque chose qui peut soulager et apaiser grandement une personne qui a été victime. Et parfois, porter plainte et tout le parcours que vous venez de décrire eh bien, constitue une forme de traumatisme secondaire.